Bonjour. Salut, salut. Allez, ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Malgré le Oui. temps, malgré tout ce qui nous arrive, on essaye de tenir bon. Effectivement, hein, c'est pas évident. On ne sait pas encore à quelle sauce on va encore être mangé, hein, parce que c'est un peu compliqué avec les histoires de confinement. Mais bon, Ouais, ouais. on fera comme il faudra, hein, ma foi. Alors, comment ça va? Ben écoute, ça va bien, merci d'avoir pensé à moi pour m'interviewer. Ça me rappelle que je vieillis de plus en plus. Non! Comme le vieux, le pionnier du MMA français. Bon, je suis pas le seul, mais c'est vrai que maintenant, ça fait maintenant, je comptais à peu près. J'ai commencé un peu le MMA, toucher le MMA, c'était pas ce terme-là avant, c'était un autre terme. C'était free fight, c'était des termes un peu plus barbares. C'était en 80, en 93, 94. Ah, oh là là! Ouais, 26, 27, Effectivement. ça date, ça date, ça date. Il y en Ah, a bah, qui, c'est bien. il y en a C'est bien, là. qui n'étaient pas encore nés, quoi. C'est vrai. Voilà. Du coup, on va pouvoir revenir sur le Sur tout début. ça, Alors, moi, j'étais petite en 93, mais on va pouvoir commencer par le commencement. bah, Comment tout ça est arrivé? Alors, comment tout ça est arrivé? Parce que bon, le MMA, bon, ça s'appelait pas encore le MMA. Comment est-ce que tu es rentré dans le milieu du combat libre? alors, en fin de compte, enfin, la genèse de tout ça, c'est que bon, j'ai fait des sports de combat depuis l'âge de 11 ans. J'ai commencé par du karaté et après, j'ai fait très longtemps du taekwondo. J'étais la génération de potes qui ont été des très grands champions de taekwondo comme Pascal Gentil. On a pu s'entraîner ensemble. Michael Boro aussi, qui est venu à mon club aussi faire un petit stage avec ces jeunes. Euh, et puis, en faisant le taekwondo, il y avait un cours où des mecs se tapaient un petit peu n'importe comment. C'était un art martial Mhm. un peu bizarre. Ça s'appelait le Dao Shu. Oui. C'était une invention complète d'un gars. C'était de la self-défense, si tu veux, mais un peu brutal. Voilà. C'était un peu de la bagarre de rue, mais codifiée. Et je voyais ces mecs qui se tapaient dans tous les sens. Et puis moi, j'étais pas encore ceinture noire. Je me suis dit, oh là là, c'est chaud. Bah, je vais attendre d'avoir ma ceinture noire pour pouvoir faire ce truc parce que je me sentais armé, quoi. Et une Mhm. fois que j'ai eu ma ceinture noire, je suis allé dans ce cours et j'ai vraiment apprécié parce que c'était de la bagarre. J'étais assez bagarreur, etc. Donc c'était des trucs un peu vicieux, etc. Bref. Et ce prof qui s'appelle Éric Garnier bah, m'a pris un peu sous son coude et puis il a déménagé pour vivre en Hollande. Et de là, en Hollande, il a rencontré Bas Rutten. Et comme il savait que j'aimais bien ce côté un peu ultime du combat, il m'a dit, écoute, viens rencontrer ce gars-là, tu verras, il est super, c'est un champion de pancrace, c'est une star au Japon, etc. Et je suis allé, et j'ai pu avoir cette chance de m'entraîner avec Bas Rutten quelques fois. Voilà. Et du coup, quand je revenais bah, en France, bah, le savoir que j'avais appris, qui était tout petit, tout petit, tout petit, bah, je l'enseignais à mes camarades, etc. Donc c'était assez rigolo, quoi. J'avais appris une clé de jambe, bah, j'apprenais une clé de jambe, j'avais appris un truc, un étranglement, ceci, bah, je leur montrais, etc. Et puis, bah, ça a pris de l'ampleur, etc. Voilà. Et puis après, il y avait à l'époque, il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelait, c'était super sympa, il y avait le salon des arts martiaux Mhm. au Parc Floral. Et donc c'était super intéressant parce que chaque discipline ou club bah, pouvait montrer un petit peu son art. C'était le karaté Bushido qui organisait ça. Oui, Et comme toujours. c'était un peu une annexe du Festival des arts martiaux. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait une vraie proximité entre le public et puis les professionnels des sports de combat. Donc c'était assez sympa, il y avait des démonstrations, etc. Bref. Et puis j'ai pu rencontrer une dame qui était assez précurseur dans cette envie d'enseigner ou de faire découvrir cette activité-là, qui s'appelait comment, Madame Delange. J'ai oublié son prénom d'un seul coup. Pourtant, je suis resté longtemps à ce club. Et elle était patronne du Cagine Club, dans le 11e à Mhm. Paris, rue Félin. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à m'a donné sa chance. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux donner des cours là, je te propose 3 créneaux, etc., etc.
Donc, du coup, j'ai commencé, j'étais tout seul. J'étais dans ma salle, dans la salle, et puis je faisais des roulades, je faisais du sac, du machin, c'était un peu rigolo. Puis il y avait un gars qui me regardait, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Alors je lui explique, je fais du pancrace, c'est une forme de combat, on a le droit de faire ci, faire ça. Il me dit, oh ouais, c'est sympa, tiens, on va essayer. Et puis on s'amusait, on chahutait, et puis il y en a un deuxième, un troisième, ça fait ça. Après, par le biais de relations, j'ai Cyril Diabaté, qui est venu me voir parce qu'il m'a dit tiens, apparemment, j'ai entendu dire que on avait des copains en relation. Et donc, il est venu s'entraîner, on s'est entraîné ensemble, etc. De là, lui s'entraînait aussi à haute tension. Donc, je suis allé aussi à haute tension, à la boxe, etc. Et puis, nous voilà partis en 98 ou 99 pour faire des championnats d'Europe de pancrace en Belgique. Et Cyril avait combattu, moi j'avais combattu, Sébastien Love, le caporal, Oui. avait aussi combattu, puis d'autres élèves, et puis on avait gagné. Enfin là, c'était bien parce qu'on était des Français, et puis c'était toujours pas évident, etc. Et puis ça a commencé, ça a pris de l'ampleur, etc. Et puis en parallèle de tout ça, parce que pour dire aussi que je ne suis pas que le pionnier, il n'y a pas que moi, heureusement. Ah ben non, il y en a d'autres. Mais... Ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait des fratries comme ça, on avait tous un peu commencé plus ou moins en même temps. Donc dans le sud, tu avais les frères Riccio qui faisaient déjà du MMA. Tu avais du côté de Bordeaux les frères Fernandez. C'est marrant, c'était des fratries. Et puis tu avais du côté d'Avignon les frères Schiavo. Voilà. Et ce petit monde aussi, on s'était un petit peu vu, confronté sur les premiers événements de MMA, de light MMA, qui s'appelait la lutte contact, avec le Golden Trophy, qui a été une invention de Christian Ribert, je crois, de Orléans. Et du coup, il y avait déjà des petites confrontations, des petites histoires qui étaient assez intéressantes. Bref. Mais vous étiez quand même liés à l'époque? Alors non, pas encore. Pas encore. Après, non, pas encore. Et c'est à un moment donné avec Cyril, parce qu'avec Cyril, on s'entraînait tous les jours, tout le temps, que ce soit haute tension, que ce soit au Cagine. À un moment donné, le Cagine, c'était une plaque tournante du MMA français, parce que le dimanche, tous les MMA fighters que moi j'avais, plus d'autres, plus les gars de Cyril, plus tout le monde, venaient s'entraîner. Donc, pour les citer, il y avait Hatch, qu'on connaît bien, qui venait s'entraîner. Il y avait Jean Lhomme. Jean Lhomme, c'est un bon boxeur. Il y avait tout le monde. Après, j'avais mes élèves. Donc, j'avais Johnny, Norman, Brian, Tonton, Kassim Hanan. Il y avait, j'en oublie plein, Jeff Lenog. Cyril, il avait Xavier, Foupapocam. Des fois, il y avait Greg Baben, je crois, qui venait déjà un petit peu au Cagine à l'époque aussi pour tourner. On avait Mehdi Couider, enfin, plein, tout le monde. Tous les dimanches, on se tapait pendant 2 heures, 3 heures, on se tapait. C'était un truc de ouf. Et puis, à un moment donné, avec Cyril, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas créer un collectif de Français, parce qu'on n'était pas, si tu veux, il y avait du MMA qui tournait partout à travers l'Europe. Et c'était dur pour nous, parce que nous, il n'y avait pas de niveau, quoi. Nous, les combats qu'on faisait, c'était tout de suite, on te balançait dans du haut niveau. Puis même à l'époque, il n'y avait même pas de catégorie de poids. Donc, non. Mon championnat d'Europe, le gars, il faisait 113 kilos. Moi, je faisais 94 kilos. Tu vois, c'était un truc. Et c'était dur? Hein? C'était dur? Du coup, tu te retrouvais face à quelqu'un de 107 kilos? J'avais gagné, donc ça va, j'étais content. Mais ouais, c'était dur. Et puis à l'époque, c'était un round de 15 minutes. C'était rigolo. Donc on faisait des trucs d'un peu de fou, on allait faire des trucs et puis on avait soif de combat. Et donc avec Cyril, on avait créé un collectif et on l'a appelé French Connection. Et puis la French Connection est née et du coup on a demandé à tous les combattants français s'ils voulaient faire partie du collectif. Donc aussi bien les frères Riccio que les frères Fernandez, que les frères Schiavo, etc. Et puis tout le monde était d'accord, mais après de garder un collectif aussi gros que ça, c'était compliqué. Donc, et puis c'est toujours pareil, quand tu as plusieurs coqs dans une même basse-cour, à un moment donné, les coqs ils se bouffent le nez. Et donc, du coup,
ce collectif-là, il a duré quand même quelques années. On a fait des beaux t-shirts, on a fait des trucs sympas, on a fait des belles sorties à l'étranger. À l'époque, c'était le Catch Rage, etc. Donc en Angleterre, c'était des trucs super intéressants. Et puis, on avait aussi, à un moment donné, sur la période French Connection, il y avait, on avait un agent, un manager, en gros, qui s'appelait Grégory Huot. Et Grégory Huot, il était à l'initiative avec une autre personne du magazine Fight Sport. Oui. Si ça te parle? Ça me parle. C'était le premier magazine qui parlait vraiment des arts martiaux modernes comme le MMA, etc. Donc il y avait Karaté Bushido qui était assez classique et puis Fight Sport qui était plus dynamique. Et Grégory Huot était un peu le manager de la French Connection. Et puis il avait eu des contacts et on a eu un jour, on a eu le matchmaker du Pride. Donc le Pride, c'était un gros événement japonais qui venait en France et enfin qui venait en Europe et puis notamment il était venu un peu nous voir quels athlètes on avait. Et il était intéressé de faire combattre un Français au Pride. Donc, à un moment donné, on reçoit, c'est simple, il y avait 3 personnes dans un bureau. Il y avait Grégory Huot, il y avait Jean-Marie Merchet et il y avait moi. Et puis, il reçoit une proposition disant, voilà, on veut prendre un Français, faites-nous une proposition sur un Français pour combattre au Pride. On veut pas un mec trop expérimenté, parce que vous pensez à Cyril, justement. Mais c'était trop expérimenté à l'époque pour faire un combat. C'était un premier combat, tu vois. Donc, il ne voulait pas non plus un mec trop fort. Et il voulait quelqu'un avec un peu une histoire. Et donc, du coup, à un moment donné, nous, on s'était posé la question. Il y avait Kassim Annan qui était très, très fort à l'époque. Vraiment un super athlète, un mec vraiment très, très, très fort. Tous ceux qui peuvent le connaître peuvent que confirmer ce que je dis. Donc on avait pensé à lui parce qu'on se disait peut-être que lui voilà il est jeune, ça peut être ça peut le lancer, il peut faire un combat et puis après il enchaînera d'autres combats parce qu'on avait vraiment confiance en sa technique. Après on avait pensé à Jean-Louis Alberche, donc Jean-Lhomme. Jean-Louis il venait du judo, très fort aussi, 75 kilos, très très fort. Il avait combattu au Golden Trophy contre Sakurai, il méritait largement de gagner à Bercy, c'était à Bercy, tout ça. Voilà. Et puis, à un moment donné, on se pose la question, on se dit, mais ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va peut-être proposer le combat à quelqu'un. Comme ça, il va faire ce combat-là et puis il va nous ouvrir la porte pour qu'on puisse après tous s'engouffrer pour aller combattre au Pride. Et on en avait tripoté, du coup, de mecs. Et donc, le choix s'est porté sur Bertrand Amoussou. Eh oui. Voilà. Et donc, du coup, on a proposé Bertrand Amoussou parce que Bertrand, c'était assez intéressant. Il avait son judo, il avait son jiu-jitsu, il avait une histoire. Il était champion du monde de jiu-jitsu japonais, traditionnel. Donc, du coup, on s'est dit, les Japonais, ils aiment bien ces histoires, etc., etc. Donc, du coup, on a donné ce nom-là aux Japonais. Et c'est comme ça que Bertrand est parti combattre au Pride. Voilà. Après, le plan qu'on avait n'a pas forcément fonctionné. Parce qu'on voulait qu'il nous ouvre, si tu veux, qu'il gagne déjà, qu'il gagne quand même, chose qu'il a faite, mais on voulait aussi que ça nous ouvre les portes pour pouvoir partir ensuite au Pride, chacun notre tour, quoi, que je puisse y aller, que Cyril puisse combattre, que tous ceux qui s'entraînaient fort, parce qu'on s'entraînait fort, puissent y aller. Et ça ne s'est pas passé comme on voulait. Bertrand a un peu gardé son petit truc pour lui, et du coup, ça nous a niqué, et après ça, plus aucun Français est parti au Pride. Voilà. Donc ça a été dommage. Après, la French Connection, ça a un peu explosé. Voilà. Il y a eu des groupes qui se sont créés. Alors, comment ça s'est passé, cette scission? Il y a eu une friction entre Cyril et Jean-Marie. Donc, Cyril est parti et a gardé son collectif qui existait déjà, Snake Team. Ça a toujours existé, Snake Team. Donc voilà, donc lui il est parti. J'avais moi mes petits jeunes que j'avais, quand je dis mes petits jeunes, c'était Johnny, Frachet, c'était Norman. D'ailleurs, il est là ce soir, Johnny, les connecteurs, il fait un coucou. J'avais Johnny, j'avais Tonton, j'avais Brian, Norman, des mecs, des jeunes solides. Ils avaient, à l'époque, ils avaient 20 ans. Ils peuvent le dire.
Et après, alors, à un moment donné, on avait fait aussi un truc pour eux. On avait organisé plus ou moins, enfin, ils étaient partis au Brésil. Parce que nous, on s'appelait, à un moment donné, le collectif French Connection, on avait aussi, il y avait une entité qui s'était créée en parallèle qui s'appelait la BTT, si tu veux, la Brazilian Top Team, en France, à Évry. Grégory Huot avait monté une salle pour pouvoir justement entraîner tout le temps, tout le monde, la French Connection, tout le temps, etc. Et il a fait venir un Brésilien, Jucao, qui est maintenant prof à l'American Top Team. Et du coup, les jeunes, ils sont partis à la BTT Brésil. Donc, ils se sont entraînés avec Minotauro, Arona, enfin, toutes les stars. Je sais pas, moi, j'ai plus les noms des Brésiliens qu'il y avait. Toutes les stars. Mais t'imagines, tu es jeune, tu as 18-20 ans. C'est ouf. Tu regardes le Pride et tu vois les mecs comme Arona, tous ces mecs tout chargés à bloc et tout ça, en train de faire des super combats de ouf. Et quelques mois après, tu t'entraînes avec eux. Donc, les gamins, c'est vrai qu'ils ont été assez éblouis. Quand ils sont revenus, ben, ils ont été un peu plutôt assez intrigués et puis assez intéressés par, on va dire, le côté un peu brésilien, le côté BTT, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai eu les boules, hein, parce qu'ils sont arrivés, puis ils ont dit, bon, Loïc, voilà, nous, on voudrait représenter la BTT France, la BTT au Brésil, etc. Donc, on voudrait arrêter de travailler avec toi, Jean-Marie, puis enfin, tous ceux qui étaient là. Et donc, ils se sont un peu montés un petit collectif. Donc, moi, j'avais les boules parce que c'était mes élèves. J'estimais encore avoir beaucoup de choses à leur apprendre. Oui. Et puis, je me suis dit, bah voilà, ils ont monté les marches un peu trop vite, quoi. Accéder à tout ça, il faut du temps. Et puis, bon, bah voilà, donc ça a créé des scissions. Donc, du coup, à un moment donné, c'était assez intéressant parce que tu avais la Snake Team, tu avais haute tension. Moi, je suis reparti. Moi, j'étais resté avec haute tension avec Jean-Marie. On est reparti. On était trois. Il y avait Bendy Casimir, qui vit aux États-Unis maintenant, David Baron et moi. Mais après, on a réussi à recréer un collectif. Et après, on a eu d'autres entités qui sont venues. Parce que moi, après, j'ai fait venir Christophe Dafreville. Après, il y a Carla Moussou qui est venue. Puis, il y avait Patrick Vallée, puis, etc. Et puis, haute tension est devenu aussi avec des gros noms. Jeff Lenog était là aussi. Et c'était devenu des gros noms. Donc, du coup, il y avait des grosses entités qui étaient là, qui s'étaient créées. Il y avait la Snake Team, la BTT, en gros. Bon, après, qui a fermé, mais et haute tension. Après, toujours les autres gros clubs, hein, je ne les oublie pas, comme avec Mathieu, FFA, etc. Hatch qui commençait à monter son petit club aussi, son petit collectif. Et puis bah, ça a créé des histoires, il y avait des animosités, il y avait des tensions. Quand Johnny avait combattu contre David Baron, bah, du coup, c'est vrai que moi j'étais super en colère, etc. parce qu'il m'avait quitté, j'avais pris ça un peu comme une trahison. Donc, du coup, quand David a gagné, je monte sur le ring et je fais des doigts comme ça, je fais avec Norman et tout ça, etc. Et puis bon, maintenant, voilà. D'ailleurs, on a un petit message de Johnny. Loïc a mis les pieds à l'étrier de beaucoup de combattants. Mon premier coach, sincérité, expérience et un vrai guerrier. Et j'ai vu autre chose passer de la part de Johnny. Il a dit, et on a oublié d'où on venait. Effectivement. Ouais, mais bon, après, moi, ce qui me fait plaisir, bah, par rapport à Johnny, je lui ai dit, parce que après, c'est bien de dire les choses, et puis on vieillit, et puis voilà. Et je lui ai dit que moi, j'étais super fier de ce qu'il faisait, là, notamment par rapport au MMA. Pour moi, c'est une grande fierté, parce que, quoi, on peut m'aimer ou pas m'aimer, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais là où moi, je suis content, c'est que j'ai réussi vraiment à donner l'amour du MMA, de la discipline. C'est-à-dire que j'ai eu Moïse Rimbon, j'ai eu Francis Carmon, et c'est des mecs qui ont fait. Francis qui a fait une carrière, qui est parti au Canada, qui est super pote avec Georges Saint-Pierre. Je veux dire, pour moi, c'est une fierté. Je veux dire, il a combattu à l'UFC, etc. Cyril, il a fait un super parcours sportif. Il a eu des hauts et des bas, mais il a fait. Voilà, c'est un mec qui a fait une carrière de MMA. Quand je dis non, j'avais co-organisé la première compétition de grappling en France. Et j'ai Tchèque Congo, qu'on connaît bien, qui avait gagné cette première compétition de grappling. Donc, du coup, j'ai fait des choses qui ont attiré, enfin, qui ont été, ça a été le début, mais j'ai donné cet amour de la pratique.
Et je suis encore content quand je vois que Norman s'entraîne ou que Tonton donne des cours, que des gars qui ont travaillé avec moi, des fois qui me disent tu sais Loïc, je me rappelle, tu disais ci, tu disais ça. Et au final, maintenant, bon, au début, ça ne me parlait pas trop, mais maintenant, ça me parle. Ça me fait plaisir. Et du coup, quand je vois maintenant le parcours c'est une fierté parce qu'il bosse, il fait un truc super, il fait un gros travail. Moi, je vois parce que je bosse un peu avec eux. Donc, il fait un gros travail avec Lionel et puis et du coup, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment, moi, c'est une fierté. Je vois, c'est mon petit, et puis que maintenant, voilà, il a grandi, etc. Donc, tous ces parcours-là, c'est des choses qui me rendent fier quelque part. On a également Sébastien Loeuf qui a dit qu'il a commencé à skier grâce à toi. Donc, mon Seb, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ouais, on a fait des aventures de ouf, quoi. Tu sais, tous ces voyages. Ouais, même Cyril, il peut te raconter. On pouvait aller faire un gala. Je suis allé 3 fois ou 4 fois au M1 en Russie. Donc j'ai combattu, j'ai perdu, mais après j'ai arbitré tout ça, etc. Mais on pouvait être accueilli dans une limousine, des super hôtels, etc. Et 3 semaines après, on avait un combat ou des combats en Angleterre. Et le mec venait nous chercher avec une estafette. Le mec, il bossait dans je sais pas quoi, dans la maçonnerie. On s'asseyait sur des sacs de ciment, etc. Mais c'est véridique, hein. Et le soir, on faisait le combat. Et du coup, après, on dit, ouais, on mange où? En Angleterre, ils font que boire, ils mangent pas, les mecs. Donc, du coup, le soir, on était là, mais merde, qu'est-ce qu'on va manger? On mange pas, quoi. On était là comme des cons et tout. On passait d'un truc au top face à un truc tout pourri, quoi. Mais bon, on y allait, quoi. On allait au charbon et c'est ça qui était assez beau, quoi. effectivement. Alors, on a un petit message de Mathis Apri. Hein. Merci Mathis de nous suivre. Hein. Il est souvent là sur les lives. Salut, désolé, je le connais pas. C'est un organisateur, un entraîneur. Alors, ça, c'est quelque chose. Merci Mathis pour cette question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a contacté, hein, puisque avec MMA Story France, nous, on essaie vraiment d'aller chercher l'information, de permettre à ceux qui ne connaissent pas le MMA grâce à la légalisation, de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et qui sont les acteurs et les intervenants qui ont fait le nécessaire pendant toutes ces années qui, malheureusement, d'une certaine manière, vous n'avez pas la reconnaissance. Ouais, pas du grand public, en tout cas pas du grand public, pour tout ce que vous avez fait, parce qu'on connaît les grands noms de maintenant, mais les grands noms d'avant. Donc, justement, Mathis, il va falloir suivre le live parce que on ne va pas balayer toute sa carrière aujourd'hui parce qu'elle est très bonne. En gros, j'ai tout fait. Enfin, j'ai tout fait parce que donc j'ai entraîné, j'entraîne encore. J'ai organisé, voilà, j'ai organisé beaucoup de compétitions amateurs. À l'époque, j'étais le seul à organiser sur Paris, hein, sur la région parisienne. J'étais le seul à organiser des compétitions amateurs. Et il y a des mecs, Greg Baben, il avait fait des super combats, un super combat face à Sébastien Grandin. Aussi, à l'époque, c'était des anciens, enfin maintenant des anciens. Ils avaient fait plein de compétitions à Bonneuil. Ce qui était intéressant, c'est que ça leur permettait de faire des compétitions amateurs. Et ces compétitions-là amateurs, après, quand Hatch, lui, organisait des événements plus importants, des galas, les gars avaient de l'expérience et ça faisait des beaux combats. Et j'ai organisé aussi, une fois, j'ai organisé un gala. J'ai fait une fois, j'ai fait plus jamais. Une galère. Je me demande comment Hatch, il arrive à en faire. Ça fait, je sais pas, 20 ou 25 qu'il en fait. Et j'ai fait un gala, j'ai fait non. J'ai fait des formations aussi pour former des coachs, des entraîneurs à l'époque. J'ai travaillé on a élaboré avec Fred Rado, qui est ma génération de pratiquants de MMA, qui était sur Biarritz, qui est sur Biarritz. On a monté la première fédé de Pancras à l'époque, qui a été reprise après sous l'anciennement la FFKMDA. J'ai fait quoi? J'ai aussi, suite à une blessure, parce que voilà, je me suis mis à l'arbitrage suite à une blessure, parce que j'ai souvent été blessé, je bossais un peu trop n'importe comment, donc du coup, j'étais pas très résistant physiquement, donc Mais tu savais que tu bossais n'importe comment ou tu en avais pas connaissance? Non, je faisais pas attention. J'ai bossé pendant 10 ans, presque 10 ans la nuit, quoi. Ouais, en boîte. Et je bossais aussi la journée. J'avais mes enfants, j'avais mes entraînements. Je m'entraînais, je donnais mes cours. Enfin, je faisais trop de choses et à un moment donné, tu rentres dans un mécanisme où tu ne sais plus si tu es fatigué ou pas. Donc, et tu t'entraînes quand même.
Et puis, bah, à un moment donné, ton corps te le dit, quoi. C'est pour ça que j'ai eu des blessures, souvent des grosses blessures à répétition. C'est simple. Tous les événements, enfin, tous les moments qui étaient importants, je les ai loupés parce que j'étais blessé. Voilà. Donc, tous mes potes avec qui je m'entraînais, donc, ils ont tous été au Pride ou à l'UFC. Donc, Cyril est allé au Pride. David est allé au Pride, Jeff il est allé au Pride, Greg Bouchlagem il est allé au Pride. Tous ces gars-là avec qui on s'amusait, on se cognait bien. Greg Bouchlagem, c'est Greg MMA, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Greg MMA. Et donc du coup, bah, ils sont tous allés au Pride, tu vois. Et moi, bah, j'étais comme un con, j'étais blessé. Bon, c'est la vie. Mais commentateur au Pride. Ah oui, j'ai fait, bah du coup, ouais, j'ai fait, il fallait que je trouve des solutions pour faire des trucs quand même. Donc oui, effectivement, avec des relations, j'ai pu avoir cette chance de commenter les 5-6 premiers Pride sur une chaîne câblée qui s'appelait Multivision à l'époque. Donc c'était super intéressant, c'était vraiment super chouette. C'était avec Kamel Kemli qui commente encore les combats de boxe thaï sur RMC Sport ou RMC 4 ou SFR Sport. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. RMC Sport maintenant. Voilà. Donc, qui commente toujours. Et on matchait bien, ça matchait bien, etc. Donc, souvent, je relance Gilles Arsène ou Antoine Simon pour me dire tiens, allez, faites-moi venir qu'on commente un petit peu un UFC ou un truc comme ça. C'est vrai, ce serait bien. Je lance l'invitation. Et puis bah, suite à une blessure, à un moment donné, bah, Greg Huot avait organisé à un moment donné un Angleterre versus France avec des combattants comme David Baron, Damien Riccio, Cyril qui avait combattu en boxe pied-point face à Bisping. À l'origine, il aurait dû combattre en MMA, mais Bisping, connaissant un peu le personnage, maintenant vous le connaissez, Michael Bisping, c'est un mec qui est fier de lui, tout ça, etc. Il s'est dit non, moi, Cyril Diabaté, c'est un champion du monde de boxe thaï, bah, je veux le combattre en boxe thaï. Bon, il s'est fait taper quand même à Bisping, hein. Mais bon, c'était assez culotté de sa part. Après, et donc du coup, à un moment donné, bon, moi je devais combattre aussi sur cet événement-là, et avec en pleine préparation avec Boris, je tournais avec Boris Johnston, que les gens peuvent connaître, qui est entraîneur, un très bon entraîneur, qui était un excellent combattant de MMA pour le coup, qui a été gâché par une mauvaise gestion de ses coachs de l'époque, parce que Boris est vraiment quelqu'un de super solide et de super sympa. Et bref, donc on tourne et tout. Dernier sparring, à un moment donné, je sais que j'envoie une jambe et lui, il m'envoie un low kick dans ma jambe d'appui. Et là, ma jambe d'appui a fait clac et mes croisés, ils pètent pour la deuxième fois. Donc, je pleure. Je me dis, voilà. Et puis après, bah, du coup, c'est là que je me dis, bon, bah, je pourrais plus jamais combattre parce que j'avais des enfants, j'avais machin. Je me dis, si il faut que je me repère encore, si c'est 2 fois le même genou, si je me repère des croisés encore du genou, etc. Dans ma tête, j'aurais pu être pareil, j'aurais combattu avec cette idée de ne pas me blesser. Et si tu vas au combat avec déjà un frein, c'est pas la peine d'aller combattre. Quand tu vas au combat, tu n'as pas de frein. Tu y vas pour gagner et tu penses qu'à ça. Et donc, du coup, Greg me dit, mais pourquoi on a besoin d'un arbitre? Est-ce que ça te dit d'arbitrer? Moi, j'avais déjà arbitré des petites compétitions. Et puis, bah, je dis, bah, écoute, banco, vas-y, je vais arbitrer. Et du coup, j'ai arbitré au France-Angleterre, Angleterre-France. Et puis, j'ai arbitré des mecs costauds. Bah, Junior de Santos, gros Junior, la Bigfoot. Oui. Je l'ai arbitré. Il était face à Marcus Chinda. Marcus qui s'entraînait chez comment il s'appelle Daniel Cognan. Voilà. Et du coup, j'ai arbitré ce combat-là et puis j'ai kiffé, quoi. Je me suis dit, ah ouais, j'adore. Et puis après, bah, pour le coup, bah, j'ai arbitré pas mal de combats, notamment sur le M1 en Russie. J'ai arbitré en Russie, j'ai arbitré en Angleterre, j'ai arbitré en Belgique, en Suisse, j'ai arbitré les HFC. Et puis après, j'ai arbitré de manière récurrente les événements de Hatch. Voilà. Les 100% fight? Les 100% fight, les contenders, etc., etc. Et puis voilà, j'ai quelque chose que je kiffe. Et puis j'ai formé. Et puis là, pour le coup aussi, après aussi d'avoir formé des combattants, aussi j'ai formé des arbitres. Voilà. Et des juges. Ah ouais.
Ah oui, vraiment. Et du coup, finalement, si je comprends bien, les blessures, enfin, physiquement, tu avais du mal à te remettre. Ouais, bah ouais, parce que bah, tu sais, à un moment donné, j'arrivais jamais à faire une saison complète de septembre à Mm. juin. Entre-temps, j'étais blessé. J'ai eu Bendy m'avait sur un coup au sol m'avait pété le plancher orbital. J'ai Cyril sur un coup de genou m'avait pété le sternum. J'ai eu le genou pété aussi bah, sur un combat, sur une défense de titre en championnat d'Europe. Je me pète le croisé tout seul. Je jaillis pour envoyer une droite et mon genou il pète tout seul. Et je suis dans mon coin, enfin je vais dans le coin comme ça, en trottinant. Il y avait Jean-Marie Cyril qui me regarde comme ça. Je dis j'ai le genou qui est pété, j'ai le genou qui est pété. Et là il me regarde comme ça. Je dis c'est pas grave, on continue, on continue, on continue. Mais bon, j'avais pas d'appui, et puis voilà, donc j'ai perdu. Et après, entre-temps, le mec il me fait une clé sur l'autre jambe. Et je crie comme une petite coquine, je fais ah. J'ai eu mal sur l'autre jambe. Voilà. Bref, et du coup, bah voilà, les genoux un peu pourris, ça c'est grâce au taekwondo, donc super. Et puis voilà, donc du coup l'arbitrage, etc. Toutes ces petites histoires qui étaient super, super sympathiques. On a fait des belles sorties, on a fait des beaux trucs. On a Mathis Safri qui te demande quel palmarès en tant que combattant. Alors, le palmarès en tant que combattant sur la partie, on va dire, MMA, j'ai pas fait beaucoup de combats parce que j'ai quoi? J'ai 7 combats, je sais plus. Alors, j'ai été champion d'Europe, euh, mais qui voulait rien dire, hein, parce que on n'avait pas fait 15 000 combats, hein. Il y avait un combat et hop, t'es champion d'Europe. Super. C'était Bah, champion d'Europe ouais. quand même, hein. C'était Voilà. l'intitulé. Donc, champion d'Europe de Pancras. Après ça, il y avait plein de styles qui se cherchaient. Et à un moment donné, on me propose un combat un peu de MMA, mais en kimono. Voilà, ça s'appelait Mix Fight en Hollande. Et j'ai combattu et j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné ce combat-là. Après, voilà, donc j'ai 2 titres européens. Bon, j'ai offert les ceintures, j'ai encadré bien les ceintures parce qu'elles étaient pourries, les ceintures. C'était une petite plaque en fer toute pourrie comme ça, ridicule. Vraiment ridicule. Mais bon, je les ai bien encadrées, j'ai donné ça à mes fils, comme ça, ils sont contents. Ça fait un Mais peu oui. souvenir. Mais non, j'ai pas des titres super faramineux et puis j'ai pas non plus beaucoup de combats, quoi. J'étais souvent blessé, alors du coup, voilà, ça c'était la galère. Est-ce que tu peux me parler de Platinium? Alors oui, te parler de Platinum. Alors, si tu veux, cette aventure Platinum, en fin de compte, depuis tout le temps, j'avais envie d'avoir ma propre structure, mon propre club. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est aussi tout seul, faire ça tout seul, bah, c'est flippant parce que tu t'attaques à quelque chose de très très gros, hein, gérer une salle, gérer des gens, etc. Et j'avais un de mes élèves qui est un très bon ami à moi, qui avait aussi un peu cette envie-là. Et un jour, il vient me voir. Il n'était pas de Paris, il est des Vosges. Il s'appelle Fabrice Bernardin. Et il vient me voir et puis il me dit ouais, Loïc, bah, écoute, ça tient, t'as toujours envie de monter ta propre salle? Je dis bah oui, samedi. Ça, c'était en décembre 2012. Et il me dit ouais, j'ai un associé, il peut nous prêter un peu d'argent et tout pour qu'on puisse ouvrir une salle. Il faut qu'on mette tant sur la table, etc. Je dis ok, bah, je vais tout faire pour mettre tant sur la table. Et puis j'ai cherché un local, j'ai trouvé un local qui était parfait pour moi parce qu'il y a des espaces que je voulais, de la lumière, un endroit qui était en plein essor, mais je ne savais pas à quel point l'essor allait être important à cet endroit-là dans le 13e arrondissement. Et du coup, bah, nous voilà partis, on arrive à prendre le local et puis on monte la structure. Et puis bah, voilà, je quitte le club où j'étais avant, le Cajun Club. J'avais officié pendant 15 ans. Et donc, la plupart de mes élèves, ils m'ont tous suivi, sauf un qui m'a pas suivi. Tu veux savoir qui? Ah, grave. J'osais pas le demander. Alors, c'est Tom Duquesnoy. Tom Ah bon? Duquesnoy, voilà, Tom Duquesnoy m'a pas suivi. M'a pas suivi. Donc, Tom, bah, je lui ai fait faire tous ses 6-7 premiers combats, ses 6-7 premières victoires. Je l'ai fait monter. Alors, l'histoire de Tom, tu veux l'histoire de Tom? Ah oui, ah oui. Ah, Moi, je veux tout, moi. Si on peut avoir, je prends parce que. alors, l'histoire Non, de ça va Tom, être bah, un là, problème du si terrain. tu veux, bah, à l'époque, je donnais des stages dans le nord de la France. Et puis, bah, Tom venait à chacun de ses stages. Et, j'ai dû connaître Tom, il avait peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et puis, bah, chaque année, je le voyais grandir, etc. Jusqu'au jour où, à l'âge de ses 18 ans, son père m'appelle et me dit, voilà, Loïc, écoute, Tom, il vient d'avoir son bac. Moi, je voulais qu'il ait son bac. Et ce que je veux, c'est lui payer ses études. Mais comme études que je veux lui payer, c'est des études de MMA et je veux qu'il s'entraîne avec toi.
Bah, je dis, bah écoute, le gamin, c'était une crème, il était tout mimi, etc. Je dis, bah ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il vient, je lui disais bah, de venir à tel jour, tel jour. J'ai pu mettre en relation Tom avec un autre élève, Pierre Berillon, pour qu'il puisse dormir sur Paris, etc. Donc ils ont bien copiné ensemble, etc. Donc j'ai fait en sorte qu'il puisse rester un peu plus longtemps sur Paris. Puis après, il venait en fin de semaine. Et puis après, ben, il venait toute la semaine. Et puis il venait tout le temps. Et il s'entraînait l'après-midi et le soir avec moi, etc. Donc après, il y a eu l'opportunité d'un combat. Je ne sais plus, je crois que c'était le HFC, je crois, son premier combat. Puis un autre, etc. Plus un truc. Après, on a eu une belle échéance. On a tenté un coup avec la Finlande, avec Markwan Amirkani, je ne sais plus comment elle s'appelle. Un gars qui combat encore à l'UFC. Et ça a été une défaite pour Tom. Il n'a pas rejoint de la défaite parce que le mec l'a pris un peu. Comment le mec a fait un peu le fourbe, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont checké la main, le gars il s'est jeté sur Tom. Il a enroulé un bras-tête et puis il a endormi Tom, quoi. Voilà. D'accord. Bon, pas de dommage, hein, parce que pas de coup, etc. C'est juste un évanouissement. Et puis voilà. Donc après, j'ai fait monter Tom au fur et à mesure jusqu'à lui avoir une ceinture au Belgian Beatdown sur un tournoi. Et puis après, j'avais eu des relations avec une organisation anglaise qui s'appelait, merde, comment ça s'appelle? Le Killacam. Et j'ai mis en avant Tom. Et Tom a eu la ceinture du Killacam. Voilà. Et puis, on arrive en 2013 où justement, je dois partir du Cagin. Je veux partir du Cagin pour monter mon propre club, le Platinum. Tous mes élèves me suivent. Et puis, comme ça s'était pas bien passé avec le président du Cagin Club qui avait les boules, quoi, hein, que je parte, etc. Et puis, c'est quand même un enculé aussi, donc il faut le dire. Il s'est dit, tiens, putain, tout le monde part, je vais essayer de garder Tom. Et il a fait une proposition un peu financière à Tom pour dire, en gros, Tom, tu restes au Cagin et puis moi, je te paye, je t'emploie un petit boulot comme ça. Et Tom, du coup, il n'avait pas trop de sous et puis il a trouvé ça éventuellement intéressant. Et là où moi, le deal n'a pas pu se faire, c'est qu'en gros, Tom, ce que voulait Tom, c'était de dire, je t'entraîne encore, entraîne-moi. Par contre, si je combats, je suis obligé de combattre sous l'entité Cagin. Je ne pouvais pas accepter ça, quoi. Je t'entraîne, tu te combats pour le Platinum. Je suis pas une péripapéticienne. Voilà, donc du coup, le deal s'est pas fait. Et puis j'ai dit, écoute, on arrête notre collaboration comme ça. Et puis on a arrêté notre collaboration comme ça. Et donc, il a combattu après Obama, et puis il a fait toute sa carrière, etc. Et puis, il est à la retraite d'ailleurs. Il est à la retraite. Des fois, on espère qu'il revienne. Je pense qu'il pourrait revenir. Après, bon, c'est ses choix. Hein. Voilà. Il a fait un peu comme Billy Elliot, le film là, où d'un boxeur, je deviens danseur. Mais bon, écoute, s'il s'épanouit là-dedans et qu'il s'éclate, le principal, tu sais, c'est de croire en ce qu'on fait et d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Actuellement, c'est vrai qu'on a une génération où les gars, c'est un peu plutôt les réseaux, comment je suis beau quand je donne un coup de poing, etc., etc. Les filles, c'est plutôt, tiens, regarde mes fesses, comment elles sont belles, mais je sais pas si je sais mettre un coup de poing. C'est un peu cette génération-là. Le game a changé. Hein. Le game a changé. Voilà. Donc, maintenant, les réseaux sont très importants. Maintenant, d'ailleurs, pour les combattants. Voilà. Les combattants français, notamment, ils doivent s'y mettre au fur et à mesure. Puisque... après, on peut s'y mettre. Après, quand tu peux t'y mettre, mais quand tu es. Après, oui, tu peux t'y mettre. Mais quand tu es fort, est-ce que tu as besoin de t'y mettre? Quand les résultats sont là. Ça parle pour toi. Ça dépend, tout dépend de ce qu'ils veulent en fait, tout dépend de ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que maintenant ça joue un rôle même pour les sponsors, pour avoir des partenaires, pour pouvoir aussi gagner. C'est sûr, mais ce qui est un peu dommage, c'est que des fois tu as des athlètes qui sont pris parce qu'ils ont 15 000 followers, 20 000 followers, et puis qu'en fin de compte c'est des quiches quoi. Alors qu'il y en a qui sont très très bons et puis qui sont pas forcément pris. Moi, je pense que c'est toujours le travail qui paye. Et le travail, c'est la sueur, c'est transpirer, c'est de se faire mal, etc. Je pense que le travail, c'est pas forcément d'appuyer sur
sur un petit téléphone pour se prendre un petit Snapchat, etc., etc. J'ai encore eu une discussion cet après-midi là où j'ai des gars qui étaient en retard, etc. Ça m'a énervé et je leur ai fait savoir. Mais bon, ça, c'est un peu le côté pernicieux des réseaux et c'est ce qui, moi perso, c'est qui m'emmerde complet. Et je pense que les vieux comme moi, ça nous casse les bonbons, quoi. Mais bon. Oh, je pense que c'est un peu, pas forcément une question d'âge, hein. Il y en a d'autres qui n'aiment pas spécialement, mais on doit s'y mettre, ma foi. On doit s'y mettre maintenant. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on s'y mette, mais pour des bonnes raisons. Oui, pour des bonnes raisons. En tout cas, pour que ceux qui sont fans, en tout cas, de certains sportifs, puissent suivre, en tout cas, leur évolution Oui, d'une certaine manière et voilà, pas y passer tout son temps. Il y en a certains qui, Morgan Charrière, par exemple, il a trouvé le moyen. Absolument. Moi, ça m'intéresse. Je regarde quand je vois, moi, je suis des gars, des profs, etc., parce que j'aime bien voir un peu comment ils travaillent, etc. Ça m'intéresse de voir que le mec, il boxe comme ci, il fait ça, etc. Il fait des trucs intéressants, ça m'intéresse. Après, de savoir que tu roules avec une voiture ou que tu prends un avion ou que tu as mis un super maillot de bain en tant que fille, etc. Bon, je trouve pas ça forcément génial. Après, et même, des fois, c'est un peu paradoxal parce qu'on va parler, enfin, de la femme, tu sais, genre oui, faut arrêter de montrer une image dégradante de la femme, etc. Mais absolument. Mais quand tu as des propres nanas qui sont dans le milieu du MMA et qu'en fin de compte, ça n'arrête pas de montrer un peu son cul ou ces trucs comme ça, on dit, bah, on n'y arrivera pas, quoi. Mais justement, parlons justement du MMA féminin. Donc, tu l'as vu arriver, hein, puisque on parle de 1993 depuis le départ, donc c'est arrivé un petit peu après, enfin bien après. Qu'est-ce que tu penses du MMA féminin et est-ce que tu as eu des combattantes aussi que tu as coachées? Alors moi, j'adore le MMA féminin. Oui, j'ai été un des premiers à avoir une grosse équipe de combattantes féminines. Par le biais de Tevi Sey, voilà, Tevi Ko, qui a été une des premières championnes de MMA français, avec un parcours un peu spécial parce que on se retrouvait dans des situations où elle pratiquait qu'avec des mecs, parce que j'avais très peu de filles à l'époque qui en faisaient, et très peu de compétition. Et à l'époque, la plaque tournante du MMA, c'était au Japon. C'était pas les États-Unis. Oui, c'est vrai. À Tevi, je lui disais, écoute, Tevi, franchement, si tu as envie de réussir un petit peu, moi, je te conseille, c'est d'aller au Japon et de voir ce que tu peux faire. Et donc, elle est partie. Elle est partie dans un premier temps, elle est partie, je crois, 2-3 mois, comme ça, elle est partie. Elle a rencontré, elle a fait quelques tours du club, elle a trouvé un club avec qui elle a bien accroché. Et après, elle est revenue en France et elle a travaillé. Ah, il y a un petit bug. Pour travailler beaucoup, pour avoir un peu de sous. Et ensuite, elle est partie pendant un an au Japon. Et du coup, elle a combattu. Elle a fait des très beaux combats au Japon. Et puis, ça a été un truc phénoménal. Et quand elle est revenue, après, je résume, je l'ai prise sous mon aile par rapport aussi au Platinum. Et je lui ai dit, écoute, je veux qu'on lance une section 100% féminine de MMA. Alors, on a un petit souci au niveau de la connexion. Là, on t'entend pas très bien. Alors, je sais pas. J'ai pas bougé. Même, on te voit pas très bien, même. Alors, les autres, dites-moi si vous entendez bien, parce que là, moi, j'ai plus rien. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais. Moi, je t'entends. Là, ça fait un son un peu robot pour moi. Robot. J'ai pas bougé, il n'y a rien qui s'est passé pourtant. Je sais pas, je vais m'enlever. Tac, je vais faire ça au cas où. Bon, c'est pas. Bon. On va essayer de continuer comme ça. Vous tenez au courant les autres aussi, ceux qui regardent. Hein. N'hésitez pas à nous dire. Oui, on te perd, Lolo. C'est Willy. Ah, ça va un peu mieux au niveau du son et pas d'image. Bon. L'image, c'est brouillé. Merde, oh là là. Bon, je continue un peu. Tu m'entends quand même un petit peu? Alors, c'est pas top. Moi, j'entends. Oui, on entend. Bon. Ça a l'air de revenir. D'accord, ok. Je ne vois pas très bien, mais ça a l'air de revenir. D'accord. Donc, du coup, je disais que Tevi, je lui ai demandé de lancer une section 100% MMA féminin. Et du coup, elle a monté une section de MMA féminin et on a eu plein de
de championnes qui ont été créées par le Platinium. On a eu Marie Loiseau, on a eu Charlotte Crochet qui a gagné un titre mondial maintenant il y a 2 ans sur un combat en Angleterre. Et puis voilà, donc du coup, moi, j'en pense que du bien du MMA féminin, mais même du sport de combat féminin. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours mis en valeur au Platinium. C'est pour ça qu'au Platinium, les filles, quand elles viennent, elles sont étonnées parce qu'il y a beaucoup de filles qui pratiquent. Voilà. En jiu-jitsu brésilien, j'ai beaucoup de filles. En boxe anglaise, j'ai beaucoup de filles. En boxe thaï, j'ai beaucoup de filles. En MMA, j'ai beaucoup de filles. Et donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai toujours regretté d'avoir à chaque fois dans des salles de boxe ou des trucs comme ça, il y avait une seule fille ou 2 filles, etc. Pourquoi? Parce que aussi, tu avais la culture. C'est-à-dire que quand tu es papa, tu as une fille, tu voudrais que ta fille fasse de la danse plutôt que de la boxe. Après, tu as le lieu. Souvent, dans les salles de boxe, c'était dans les quartiers, c'était avec la plupart, c'était des wesh-wesh. Bon, ça donne l'impression, quand on ne connaît pas, que c'est des wesh-wesh, etc. Donc, imagine, tu es un père, tu vas voir ta fille traverser une cité et être dans un lieu où c'est peut-être pas trop fréquentable. Donc, tu flippes un petit peu, quoi. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai voulu au Platinium, c'est de rassurer un peu cette pratique féminine. Et donc, de se dire aux filles, voilà, au club, vous avez un lieu qui est sympa, vous avez des vestiaires qui sont sympas, vous avez, c'est propre, c'est clair, plein de choses qui font que, justement, une femme va se trouver en confiance, peu importe le niveau qu'elle va pratiquer, que ce soit du très loisir à jusque de la compétition, mais elle va trouver un endroit accueillant et je trouve que c'est important, ça. Oui, c'est ça, hein, un endroit accueillant où il y a du respect aussi, parce que c'est la base, hein, quand on va en salle de sport et qu'on se fait embêter. Ouais, effectivement. C'est important, c'est important. Je voulais savoir, Alex Lauré. Alex, ouais. Tu l'as coaché? Je ne l'ai pas coaché. Non. Je l'ai pas coaché. Non, je ne l'ai jamais coaché, mais c'est quelqu'un que j'ai connu par les réseaux et je savais qu'il vivait en Angleterre et qu'il venait en France. Et moi, voilà, j'aime bien, il y a des gens que j'apprécie tout de suite. Et Alex, je lui ai dit, écoute, n'hésite pas, si tu as envie de venir t'entraîner un peu au Platinium, tu viens, etc. Donc, il est venu au Platinium s'entraîner, etc. Dès qu'il pouvait, il venait, etc. Et c'est un mec qui est super, super, super gentil, qui est super fort, qui mérite de briller un peu plus sur les compétitions. Mais c'est une crème. Il est vraiment très, très fort et très professionnel dans sa tête et tout ça. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, il sera à l'Octagone le 30 janvier également, avec Chris Hemsworth, également un autre combattant qui se cache, hein, que je cherche en vain à mettre la main dessus. Hein. Il se cache comme un bébé. Mais je l'aurai. Tu vas arriver à l'attraper. C'est ça. J'aurais aimé savoir, alors à l'époque, tu t'entraînais à différentes disciplines en fait, parce que maintenant, un combattant, il vient tout de suite, il vient pour faire du MMA, donc on sait qu'il doit être bon, il doit être bon au striking, etc. Mais à l'époque, comment on s'organisait? C'était un peu bizarre, tu sais, à l'époque, vraiment à l'époque, c'était prof de jiu-jitsu brésilien avec une ceinture bleue. Et encore, la ceinture bleue, tu venais de la voir, quoi. Moi, sur la partie MMA, c'était un peu compliqué parce que j'ai été mon seul prof. Il n'y avait personne au-dessus de moi qui pouvait m'apprendre des choses. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, moi, j'ai toujours été assez perfectionniste dans l'art de pratiquer des sports de combat et dans la recherche de l'efficacité. Donc, je voulais améliorer mes points. J'avais la chance d'avoir une section de boxe anglaise au Cajun, donc j'allais faire de la boxe anglaise. Voilà, améliorer mes plans. Pour améliorer mon pied-point, moi qui venais du taekwondo, c'était pourri. Mon pied-point taekwondo, il est pourri par rapport à de la boxe thaï où il y a du kick. Et j'ai eu la chance d'aller dans un grand club qui s'appelait le club Haute Tension, avec des grands combattants de pied-point, des super grands champions. C'était une guerre à chaque fois. À chaque entraînement, c'était une guerre. Et donc, du coup, j'ai pu apprendre mon pied-point là-bas. Après, quand j'ai fait mon championnat d'Europe avec un kimono, je connaissais rien au kimono. Ça ne m'intéressait pas déjà, mais je connaissais rien. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu du jiu-jitsu brésilien pour voir un peu comment c'est, quoi, leur truc et tout ça, etc. Oui. Et donc, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien un petit peu comme ça.
Et puis voilà, après le reste, c'était pas forcément intéressant. Il y avait pas de, j'allais pas faire de l'aïkido pour faire du MMA ou des trucs comme ça. C'était pas assez. Mhm. Mais voilà, après, bah, on était obligé d'aller un petit peu partout. Puis surtout, il n'y avait pas ce côté Internet, il n'y avait pas Non. l'accessibilité comme on peut l'avoir. Donc, c'était simple. Tu avais envie de t'entraîner, il fallait que tu ailles quelque part. Voilà. Et c'est à toi de te bouger. Le cours, il commençait à 13h, tu arrivais à 12h30 parce que tu voulais pas être en retard. Chose que des fois, maintenant, le cours, il commence à 13h, les gars, ils sont à 13h10, ils sont pas encore là, quoi. Mais, ouais, ouais, c'est un truc de fou. Je les ai engueulés encore cet après-midi à cause de ça. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, on voulait aller vraiment s'entraîner sur un peu tous les trucs. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec les structures comme j'ai au Platinium, ben, on peut être en autarcie complète. C'est-à-dire que tu veux pratiquer du MMA, eh ben, je te mets en place, ben, il y a le MMA, mais je te mets en place les disciplines qui sont annexes et qui sont importantes pour le MMA. Que moi, je Ah. pense importantes pour le MMA. La boxe anglaise, le boxe Mhm. thaï, le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer L'état livré. et surtout le cross-training. Le cross-training qui permet d'avoir un travail de condition physique, etc. L'avantage que j'ai avec le Platinium, c'est que j'ai deux espaces, j'ai un grand tatami et j'ai une grande salle de cross-training et j'ai beaucoup d'appareils cardio. Voilà. Donc, la personne qui a envie de s'entraîner, elle sait qu'elle peut faire son cardio, sa muscu, son renforcement musculaire et sa technique chez moi. Et D'accord. quand tu regardes dans plein de salles dans Paris, bah, ok, tu vas avoir un grand tatami, mais tu n'as pas de cardio, tu n'as pas de cross-training. Ou alors, tu vas avoir une autre salle, ils vont avoir un sac de frappe, moi j'en ai 8. Tu vas avoir une autre salle, moi j'ai 40 paires de PAO, ils vont avoir 3 paires de PAO. Voilà, moi j'ai mis en place plein d'outils qui permettent de travailler dans les meilleures conditions. J'ai des profs qui sont d'excellente qualité, et donc du coup, ça permet d'avoir bah, une richesse d'entraînement, d'entraîneurs et de pratiquants. Ok, bon, bah dis donc, hein. Non, ce qui m'ennuie, c'est que je sais qu'on n'aura pas énormément de temps pour balayer tout, mais on se Mais il n'y reverra a aucun vraiment parce problème. que je bois les paroles, ça me fait le même effet qu'à l'époque quand j'ai rencontré également Mathieu Nicourt, parce que on a parlé lors de l'interview, mais en fait, je crois qu'on a passé plus de temps à parler hors interview. C'est fascinant d'avoir pour moi, c'est des encyclopédies. Bah ouais, après, bah, comme je te disais aussi un peu en off, j'ai vu, quand je dis j'ai pu avoir cette chance de toucher tout le monde, quoi. J'ai pu tourner avec tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qu'on voit, un peu les anciens, même un peu les nouveaux. Enfin, les nouveaux, moins nouveaux, les tout nouveaux, je les connais pas trop. Mais Mhm. je veux dire, je me suis entraîné avec Mathieu Nicourt, je me suis entraîné avec Jeff Lenox, on Jess tournait Godin avec aussi. Jess Liodin, on a mis les gants, on a fait des trucs super avec tout le monde. Enfin, je veux dire, tous les anciens, on tournait ensemble, on boxait ensemble, on s'amusait ensemble. C'était vraiment super sympa, quoi. Donc, Et, et, et donc actuellement, enfin pas actuellement, il y a eu ce passage où beaucoup de combattants sont passés d'une femme à une autre. ouais, Comment est-ce que toi tu as vécu ça? Parce que c'est vrai que parfois on perd son poulain, c'est tu remarquable. l'as expliqué un peu pour Platinum quand tu es parti à Platinum, mais Ouais. quand son poulain va chez un de ses copains, comment on vit ça? Alors souvent en septembre, j'appelle mon pote Hatch et je lui dis, bon, alors, c'est quoi le mercato? Alors, qui part où? C'est vrai, Alors, Marcato. ouais, c'est le mercato. Alors, bah, il y a le MMA Factory qui fait une grosse chasse Oui. aux athlètes, hein, parce que bon, ils n'hésitent pas à contacter les gars en disant, ouais, toi, tu m'intéresses, viens chez moi, tu vas aller à l'UFC. Bah, c'est vrai pour une certaine partie des gens, mais c'est pas prêt pour tous. Voilà. Donc du coup, bah, les jeunes, c'est ça, c'est pareil, ils veulent aller un peu trop vite, ils se disent, ah bah ouais, si je vais aller là-bas, bah, j'ai des grandes chances d'aller à l'UFC, etc. Bon, pour regarder les statistiques, hein, c'est pas forcément vrai. Après, moi, de par mon expérience, et tu pourras poser la question à des gars comme aux anciens. Tu poses la question aux anciens. Donc tu poses la question à Mathieu Nicourt, à Hatch, à Cyril, et je pense qu'on va dire la même chose. Il n'y a que le travail continu qui paye. Et quand tu regardes la plupart des grands champions, que tu regardes Georges Saint-Pierre, que tu regardes Anderson Silva, que tu regardes vraiment les grands champions, les grands champions brésiliens, peu importe, quand ils sont restés longtemps avec leur entraîneur, ils ont réussi. Et la plupart des mecs qui ont été un peu là,
qui ont été un peu là, ça marche pas. Ça marche pas. McGregor, il a changé de staff. Bah voilà, il a changé de staff, il a gagné. Il a perdu. Il a perdu. Après, bon, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, forcément. Mais quand on regarde que quand il y a une aventure humaine sur du long terme, il y a des résultats. Alors, quels sont les conseils à donner à un combattant, enfin, qui démarre sa carrière là? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, c'est de rentrer en communion avec son club et son coach et ses camarades de jeu. Parce que quand je dis rentrer en communion, c'est que si tu as envie de devenir un champion, il faut être un moine. C'est-à-dire que tu évites de sortir, tu évites de boire. Si tu as une copine, il faut que la copine elle, se tienne au jeu de ce que tu veux faire. Si elle commence à te casser les bonbons, c'est pas bon. Parce que si tu n'as plus la tête à ça, c'est pas bon. Donc tu dois rentrer vraiment en religion par rapport à ça. Tu rentres dans un couvent et tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à ça. Et, et après, voilà, faut trouver cette petite sensation que tu vas avoir avec ton entraîneur, cette petite sensation que tu vas avoir avec le lieu. Tu vois, tout ça, c'est une incidence. Maintenant, si tu vas à un club où tu n'as pas forcément une belle appréciation, soit de l'entraîneur ou de lieu, mais tu te dis, ouais, je vais aller là-bas parce que ce club-là va me permettre de réussir, tu te fais niquer. Voilà. Tu regardes au MMA Factory de Fernand, tu regardes la tripotée de mecs qui sont très, très, très forts, mais qui sortent du lot. Non. Tu as des gars qui sont très, 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 très forts et ils sont gâchés. Pourquoi? Parce qu'ils vont servir plutôt de chair à canon à certains. Et du coup, les pauvres qui peuvent être très très bons, qui peuvent faire une carrière. Je ne dis pas forcément de combattre à l'UFC, mais ils peuvent faire une carrière intéressante. Et puis être combattant, ok, c'est quelque chose. Mais si tu veux être combattant juste pour te dire je veux gagner plein de sous, non. Tu as envie d'être combattant, c'est pour toi-même. Donc du coup, vis ton aventure mais vis-la pleinement. Ne la vis pas parce que tu t'imagines que là, ça va être mieux qu'ailleurs. Moi, j'ai des gars qui sont très très forts et ils font pas de compétition. À mon grand regret, ils font pas de compétition, mais ils sont très très forts. Mais par contre, on vit une aventure. Ça fait 15 ans ou 15 ans, presque 20 ans qu'ils sont avec moi et on vit une aventure et on s'amuse et on s'adore. Maintenant, le haut niveau, t'as une part de chance parce que tu peux être blessé et puis louper les échéances. Je l'ai connu. Tu as une part d'opportunité, tu as une part de choix. Il y a des gens qui font malheureusement qui font que des mauvais choix. Ils font un choix, c'est pas le bon. Puis après, ils font un choix, mais c'est encore pas le bon. Et le temps passe. Et au final, tu rêvais de l'UFC, puis tu te retrouves à faire un petit événement ou à ne plus combattre du tout. Il y en a plein des grands champions qui auraient pu, s'ils avaient fait des choix plus judicieux, auraient pu aller à l'UFC. Mais ils ont fait un choix qui n'était pas forcément le bon et ils se retrouvent à ne rien faire. Alors maintenant, il y a énormément de management. Avec chaque salle, on trouve également des managements qui facilitent aussi. Maintenant, c'est arrivé notamment à l'UFC, mais ils combattre dans d'autres organisations parce qu'il n'y a pas que l'UFC, il y en a d'autres. Malheureusement, on n'est pas toujours au courant quand les combattants français vont combattre dans certaines organisations parce qu'elles sont plus petites, mais bon, c'est quand même intéressant et on arrive à le savoir systématiquement. Pardon, il y a un bug. Je sais pas, c'est de mon côté, je sais pas. C'est Choco, mais il voit pas de toute façon. Il n'entend rien, il voit pas, et demain il a intérêt à être à l'heure à la salle. Mais du coup, est-ce que tu collabores avec un management aussi? Alors non, mais moi je suis ouvert à... Moi c'est simple, tu vois, j'ai une jeune fille qui est venue chez moi et elle me dit voilà, j'ai envie de faire du MMA. Elle était chez Cyril et du coup elle me dit est-ce que ça te pose un problème parce que j'ai un manager? Je dis alors moi au contraire, moi je suis tranquille. Il y a un manager, il gère, il te dit tu dois combattre là ou tu combats pas là. Moi, c'est pas mon problème. Par contre, moi, mon problème, c'est de t'entraîner et de mettre un maximum de personnes autour de toi pour que l'entraînement se passe bien. Mais au moins, moi, j'ai pas à gérer, à appeler le mec ou à contacter le mec par email. Oui, alors tu veux mon combattant, combien tu me proposes 1000. Oh ben non, je veux 1200. Le mec il dit ah non, mais machin. Moi ça me casse les bonbons.
Ça, je m'en fous. Je veux pas. Je veux pas m'en occuper. Le gars, s'ils ont un manager, pour moi, c'est top. Voilà, c'est carré. Le manager, il fait son travail. Moi, je fais mon travail. Moi, je suis pas manager. C'est pas mon métier. Et je laisse le métier à certains pour faire ça. Je pense que on peut être que meilleur quand tu mets la bonne personne à la bonne place. Moi, c'est pas ma place. De manager, c'est pas ma place. C'est pas mon truc. Donc, je sais bien quand tu as quelqu'un qui vient, voilà. Tu l'as un petit peu fait quand même dans les années Bah, si tu avant. veux, ouais, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est pas mon truc. C'est, tu sais, tu as un prix du marché, il est quoi, il correspond à quoi, tu as gagné, tu n'as pas gagné. Tu as des gars, tu as des gamins, allez, sous prétexte qu'ils ont fait un combat, ils se disent, ah ouais, moi, je veux combattre pour 1500 euros. Bah ouais, mais attends, 1500 euros, c'est déjà une somme. Ah non, tu vas combattre pour 200 euros. Bah non, 200 euros, moi, je veux pas. Bah ouais, mais t'es personne. Donc, moi, déjà, il faut que je me batte avec ça, il faut que je me batte avec la tête pour lui dire, bah non, combat à 200 euros, c'est déjà ça, et après, tu verras. Moi, la première fois que j'ai combattu et qu'on m'a donné des sous, c'était 900 francs. On était en francs français. Donc 900 francs, c'est 140 euros. J'étais comme un fou. J'ai fait, oh putain, on me donne des sous pour combattre. Oh, j'étais comme un ouf. Je m'en foutais C'est après vrai. de la somme. C'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, après, malheureusement, c'est la partie financière. Tous ceux qui veulent démarrer ne la connaissent pas, puisqu'ils pensent tout de suite UFC. Ah oui. C'est biaisé, hein, malheureusement. C'est pas du tout la L'UFC, même c'est pas chose. l'UFC qui paye le mieux. Hein. C'est pas l'UFC qui paye le mieux. Hein. Le One FC paye mieux que l'UFC. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est Moi, vrai. je disais à l'époque, je parlais avec Mansour, Barnaoui, Mansour. Oui. De temps en temps, il passe, parce que je l'ai connu, il avait 15 ans, 14 ans, Mansour. Et je lui disais, tu sais, si tu peux faire ta carrière genre au One FC ou un truc comme ça et prendre de l'oseille, tant mieux, hein. Tant mieux. Hein. À l'époque, il y avait tous les grands champions en K1, Jérôme Le Banner, Peter Hart, Oui. Bonjaski, ils faisaient leurs combats et c'était des stars au Japon parce qu'en plus, ils faisaient de la pub, ils faisaient des pubs, ils faisaient des trucs. Mais les gars, ils prenaient de l'oseille, grave. Donc, moi, si mon gars, il combat pas forcément à l'UFC, mais qui combat dans une autre entité et qui gagne de l'oseille, qui puisse faire des trucs derrière et qui s'éclate, bah, c'est banco pour moi. Hein. Ouais, effectivement, hein. Effectivement. J'ai cru voir une question passer. Je vais essayer de voir. Ah non, c'était juste une remarque. CED 75013. C'est surtout les mails en anglais que tu ne veux pas faire. Bah, C'est un là, petit règlement compte. il n'y avait pas le traducteur. Maintenant, c'est bon, il y a le traducteur automatique. Ça va, je me démerde. Alors, quels sont tes futurs projets? Mes futurs projets. Alors, bah écoute, je reviens un petit peu à mes amours au niveau de l'arbitrage. Voilà, j'ai envie de reprendre l'arbitrage, pas en main parce qu'on est dans un travail d'équipe, voilà, mais j'ai envie de reprendre ce goût, enfin j'ai ce goût d'arbitrer, j'ai envie d'arbitrer des combats, des beaux événements et de remettre un peu de j'allais dire, de sérieux, mais voilà, un truc vraiment très très bien structuré comme on peut retrouver à l'UFC sur des combats, etc. Donc avec toute l'équipe, là, on est une vingtaine de juges et arbitres qui ont été officialisés par la MMAF, la FMAF. Oui. Et donc, du coup, on structure tout ça au mieux. Et puis, on attend que les combats puissent se faire. Malheureusement, on est un peu dans. Mais il y en a qui arrivent là. Il y a des combats qui arrivent très bientôt en France. Ouais. Je crois que j'ai pas encore le droit de le dire, donc je le dirai pas. En plus, il y a Johnny Préfet, alors je dirai rien du tout. Il y a des combats qui doivent arriver, mais oui, c'est vrai que bon là, on est sur des dates de combat. On est sur des. Ah, il y a Eddie qui parle, lol, ton meilleur sparring, non, mon celui-là, c'est pas moi. Ah oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu, Eddie, putain, ça monte un peu, père. Donc, du coup, que disais-je? Je Non, disais non, que, il y a des combats. Enfin, en tout cas, il y a des oui, événements qui arrivent en France voilà, bientôt, au mois de mars, avril, au mai, mois de juin, tout juin, ça, je crois, aussi également. Enfin, il y en a qui arrivent là, en tout voilà, cas. Mais il y a on des en a trucs qui un, arrivent. Alors, on pas va un pas être pionnier. on n'est pas beaucoup de juges et arbitres. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'il a fallu avoir regrouper une équipe de gens, on va dire les plus expérimentés dans le MMA, mais dans l'arbitrage de MMA, on n'est pas beaucoup en France. Hein. C'est simple, ceux qui ont arbitré en MMA en France, il y a Patricio Carlos, Laurent Colombo, je crois, Jean-Michel Fouassard, Ahmed Korchi et moi-même. Je crois on est 5.
je crois. Donc, Donc, tu elle vois, a on n'est pas avoir nombreux. Donc, on a du boulot, mais à côté, il y a plein de personnes qui ont beaucoup d'expérience sur le pancras ou sur le grappling fight, etc., qui vont être là pour faire juge, pour faire. Il y a plein de postes. Hein. En réalité, autour d'une cage, ça réunit pratiquement 11 personnes. il y a du 11 monde. personnes, il y a du monde. Donc, du coup, il y aura aussi du boulot à faire parce qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà. Mais après, moi, mon kiff, hein, ça l'a toujours été après, c'est de pouvoir un jour, ouais, franchement, arbitrer à un UFC en France, c'est mon kiff, quoi. Si je Ah pouvais ouais. faire, si je pouvais prendre autant d'oseille que prend Herb Dean ou Marc Godard, Ouais. et, Erdine, elle a tout le temps en plus. en plus, bah, là, il a merdé un peu sur le dernier combat. Il a un combat féminin, justement, qu'on a analysé, là, où il a un peu merdé sur un combat féminin. Donc, Sur lequel? Rodriguez versus Avec Amina? Rivas. Ouais. J'ai pas fait attention que. T'as pas vu, tu sais, il va pour intervenir. La nana est touchée, il va pour intervenir. Et il a deux doigts d'intervenir. Donc, tu as Rodriguez qui pense qu'il arrête le combat. Donc, elle arrête et elle s'en va. Puis après, elle lui dit non, mais il faut continuer, il faut allez-y, allez-y. Donc, elle y va, mais bon, elle remet deux patates à la nana et bon, il arrête, quoi. Donc, c'est un peu moyen. Ça arrive, hein, malheureusement. Ah, mais c'est une grosse responsabilité, hein. On ne peut pas C'est être une grosse parfait. Et responsabilité. voilà. C'est pour ça qu'on a un staff pour essayer de minimiser les erreurs au maximum. Et qui est très très bien encadré par la Fédé, hein, quand même, parce que bon, Un le gros, cours gros sportif. travail, gros travail de Lionel Brézéfin. Gros travail de Lionel Brézéfin. Pour le coup, là, on peut dire que le MMA en France, c'est quand même grâce à lui. C'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à Cyril ou quoi que ce soit. Enfin, bref, ou à Lopez ou à n'importe qui. Oh, c'est grâce Pour à le vous coup, tous. C'est grâce à vous non, tous, mais là, vraiment. là, 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 en l'occurrence, c'est la La structure du structuration, MMA, etc. c'est Là, la Fédé. c'est que lui, parce qu'il faut voir le travail qu'il a fourni, c'est inimaginable. Et Johnny Frachet, voilà, qui bosse avec lui, et il a pu voir aussi comment j'ai pu perdre mes cheveux à me rendre fou sur des gars qui racontaient que des conneries sur des formations, des machins, etc. Voilà. Maintenant, il voit le contenu, quoi. Mais d'ailleurs, tu as passé une formation là récemment, hein. Oui, bah ouais, bah moi je trouve ça normal. C'est-à-dire que il y a un contenu qui a été fait, qui doit être validé. Qui je suis moi pour me dire bon bah parce que je suis le pionnier, parce que j'ai une ceinture noire ou quoi, j'ai un truc mytho, j'ai des barrettes ici, bah, vous devez me donner le diplôme. Non, non, moi je trouve que c'est normal de le passer. Bon, pas pourquoi moi j'aurais. Et même, je dirais même que ça a encore une plus grande légitimité de dire bah voilà, les anciens, les pionniers, eh ben, ont joué le jeu, ont passé le diplôme. Oui, Voilà. montrer l'exemple. Donc, voilà. Donc après, la personne qui se dit bah non, je ne veux pas passer le diplôme, bah écoute, passe pas le diplôme et puis te plains pas derrière. Hein. Ah oui, parce que de toute façon, là maintenant, il y a des règles, on doit les suivre, hein. C'est plus comme Ah, avant, hein. voilà. Ah, voilà. Ah, effectivement. Ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile parce qu'avec avec le pancras, il y avait un peu de laisser aller, un peu de ceci, les gars ne comprenaient pas. Moi, j'hallucinais encore sur les derniers événements de Hatch en pancras où il fallait qu'on explique encore les règles. Un briefing avant aux combattants. Quoi. Avant que le gala il commence, on explique les règles. Et tu as des mecs qui lèvent le doigt et disent ah, mais ça, est-ce qu'on a le droit de le faire? Non, c'est pas possible. Là, maintenant, c'est le MMA. Si le gars ne sait pas les règles, bah, dégage. Tu combats pas. Tant pis. Mais justement, on avait échangé avec Lionel Brézéfin et Johnny Fréchet qui disait que le code sportif n'était pas forcément lu de tous. Non, c'est malheureux. Mais moi, justement, c'est ce qui va me faire un peu plaisir de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est-à-dire que les gens, ils me connaissent, ils savent que j'ai du caractère et ils savent que je dis ce que je pense et je parle et tant pis pour toi. Voilà, mais au moins, c'est clair et net. Maintenant, si je suis, moi, à une compétition, que ce soit une compétition amateur ou que je suis le référent ou le délégué officiel d'une compétition amateur ou un gala, et que le gars me pose une question d'ordre réglementaire, le gars, il ne combat pas. Le gars, il ne combat pas. Bah oui. Ça ne blague pas. Mais non, tu vas pas jouer au foot si tu sais pas les règles de foot, quoi. Tu sais comment. Si tu connais pas la règle du hors-jeu au foot, ne va pas jouer au foot. Je veux dire, il y a des règles, il faut les connaître.
Si tu viens faire du MMA, on fait un sport de combat, comme Lionel l'a très bien dit, et on le dit tous. Tu peux jouer au foot, tu peux jouer au tennis, tu joues pas au sport de combat. C'est pas un jeu. C'est pas un Non. jeu. Tu mets quand même ta santé en jeu. Tu peux, te casser une jambe, tu peux te briser un bras, tu peux tomber sur la nuque et puis être en chaise roulante sur le reste de ta vie parce que tu as fait un combat. C'est déjà arrivé et ça peut arriver avec toutes les garanties qu'on peut avoir. Donc, si le mec, il arrive chez moi, enfin, sur une compétition et qui me dit est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. Tu prends ton règlement et tu prends tes affaires et tu vas apprendre ton règlement et tu reviendras plus tard. Voilà. C'est simple. Hein. Tu sais, à un moment donné, faut faut taper dans le steak et puis dire les choses. Hein. Voilà. Moi, je suis prêt à les dire, donc c'est pas un problème. Très bien. Bon, bah, écoute, on va faire un petit jeu, hein, Oui. histoire de détendre l'atmosphère. J'ai mis un coup de pression là, non? Je dis pas ça, mais je sais pas si tu as lu les commentaires en même temps, mais il y en a beaucoup qui te connaissent et qui Ah, je suis commentaient. gentil. Je suis gentil, je suis gentil, je suis Mais gentil. non, mais non, mais Je me c'est suis bon. trop battu, maintenant je me bats plus. J'évite de me battre. Mais je Maintenant, les ai pas, je les ai pas lus, ces commentaires, hein, mais il y en a beaucoup qui rebondissaient. je me bats avec les débutants, comme ça j'ai l'impression d'être encore fort. Voilà. Bon, on avait quand même, alors j'ai vu un petit truc sympa. C'est Ouais. Pierre Rousselet, super instructif. Merci pour ton sens du partage et de ta passion, bien sûr. Ah, c'est mon Voilà. Pierrot, c'est mon Pierrot. Voilà. Alors, Merci Pierre. est-ce que tu peux me citer 3 noms de combattants que tu considères comme The GOAT? Georges Saint-Pierre, Mhm. The First. Après, moi je vais dire Bas Rutten parce que ça a été un des précurseurs par rapport à On être l'a jamais sorti. capable d'être capable, parce que je suis un vieux, les jeux. Non, mais, Alors, non, mais donc, The GOAT, je connais. je vais te dire les trucs et je vais te dire pourquoi. Donc, Georges Saint-Pierre, parce que c'est le mec, c'est cette capacité d'adaptation. Et pour moi, c'est l'exemple type du parfait, parfait élève, du parfait athlète. Il a toujours été sérieux, il a toujours été avec son équipe. Il a soif d'apprendre. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Tant que tu es capable d'écouter et de recevoir un message, bah, tu peux aller très loin. Le jour où tu dis à ton coach, à ton entraîneur, parce qu'il te dit un truc, et tu lui dis oui, mais moi, c'est mort. Le gars, tu sais qu'il ne deviendra plus un champion. Tu peux devenir un champion si tu te remets tout le temps en question. Tu veux toujours t'améliorer, toujours t'améliorer, toujours t'améliorer. Le jour où tu penses que tu as compris, où tu penses que tu sais, c'est mort. Donc, tu vois, Georges Saint-Pierre, c'est le gars qui a toujours voulu progresser, toujours voulu apprendre. Il était capable de faire, il le disait, de faire des milliers de kilomètres pour apprendre une technique particulière, etc. Tant que tu as soif d'apprendre, tu deviens très, très fort. Tu es un champion. Donc, Georges Saint-Pierre en 1. Bas Rutten en 2, parce que Bas Rutten, c'était un peu le précurseur, le gars qui était capable de boxer et qui était capable de faire du sol et d'être percutant au sol. Donc, ça, c'est ce que j'aimais chez lui. Et après, en 3, en 3, en 3, c'est compliqué. Hein. Je sais pas. Je veux pas dire. Allez, je vais dire Khabib parce que bon, voilà, il est invincible. Quoique, il doit avoir. Je pense qu'il doit avoir un pouvoir magique. Il parle avec les ours. Parce que on sait tous les mecs, hein, moi compris, enfin la plupart, même des coachs qui ont un bon niveau, on sait un peu comment prendre le gars. On sait qu'il faut le maintenir, il faut être au milieu de la cage, il faut essayer de lui mettre une pression, il faut le boxer, il faut etc. Voilà. Et ils le savent tous. Dustin Poirier le savait, Gage, il le savait, tout le monde le sait. Et pour autant, ils sont tous faits à un moment donné, dans tous les combats, tu les regardes, ils sont là, et d'un seul coup, ils se font un peu envoûter et ils font plus rien. Et en ça, il doit avoir ce côté félin, animal qu'il doit avoir, qui doit être flippant sur le combat. Voilà. Donc en 3, je dirais Khabib. D'accord. Bon, bah celui-là, en général, je l'entends. Tes combattants français, les meilleurs espoirs français. Les meilleurs espoirs français, il faut que je trouve des petits jeunes. Alors,
moi, il y a un petit jeune qui m'avait vraiment impressionné. Putain, j'ai plus son nom. Il est vraiment très, 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 très fort. Euh, il vit dans l'est de la France. C'est un petit blondinet. Les gars, là, vous voyez pas qui veut pas, comment il s'appelle Je vois pas, moi. Ah, il est dans les Diables de Stenay. Il n'y a pas les Diables de Stenay là qui sont là. Attends, je vais te trouver son nom. Est-ce que quelqu'un a une idée, peut nous mettre en commentaire? Ouais, les Diables. GSP et Rutan pour leur coupe de cheveux, Kevin Trainee. Ouais, ça c'est Kev, mon Kev. C'est le Hard Walker. Lui, oui, j'ai toujours donné des surnoms au gars, donc lui c'est le Hard Walker. Donc c'est un petit jeune ouais, qui est sur les Diables de Stenay. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est vraiment très 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 fort. Chris, il me dit le petit Baba, ouais, mais oui, il a fait un super combat, mais je ne le connais pas plus que ça. Je parle sur des combats que j'ai pu voir. Il est chez As. Ouais, le petit Baba là, qui a combattu au Bellator, qui a fait un super combat, vraiment un super, 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 super combat. Et du coup, non, Baba, il est bien, mais moi, j'adore Mansour, mais bon, c'est plus un petit jeune. Il commence à être vieux, donc il faut qu'il se dépêche. J'adore. Il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de gars comme. Enfin, j'ai pas les noms comme ça tout de suite. Diam. Comment? Tu allais dire Fares Diam, non? Ouais, non, je le connais pas assez. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, si tu veux, voilà. Si je te sors des noms, c'est des mecs qui m'impressionnent par rapport à leur technicité, leur adaptation, etc. Mansour, pour moi, c'est l'un des meilleurs Français. Pour moi, c'est l'un des meilleurs Français, on va dire tout poids confondu, toute technique confondue, etc. Parce que c'est un peu un nerd, tu vois, c'est un peu un nerd quand il combat, etc. Moi, je l'ai vu, on l'a affronté parce qu'on a eu, j'avais à l'époque, attention, Julien Boussuge qui l'a rencontré, il y avait Gaëtan Hurtel, des mecs qui sont forts au sol, des mecs costauds, musclés, tout ça, etc. Et Mansour les a soumis, il avait 18 ans, 19 ans, quoi. Il est venu s'entraîner plein de fois, je l'ai vu tourner et tout. Et ce gars, il a quelque chose. Il a quelque chose. Pour moi, il peut être vraiment très, très, très fort. Il a largement sa place à l'UFC. Donc, Mansour, pour moi, c'est vraiment le Français le plus impressionnant. Voilà. Je vois, j'ai pas d'autres noms comme ça. Je te dis, j'ai ce petit jeune là qui m'avait vraiment impressionné. Il y avait un autre petit jeune chez Manu Fernandez qui m'avait aussi impressionné parce que le gars, il y a des petites attitudes qui font que ah oui, il y a Saladin. Voilà, Saladin. Merci. Saladin Parnasse. Ah oui, 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 putain, Saladin. Le combat également le 30. Ouais, le combat ce week-end là. Saladin, si tu veux, il a quelque chose de Mansour en lui, si tu veux. C'est que le gamin, il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Il se pose pas de questions. Il a un jeu qui est très simple, mais d'une efficacité redoutable. Et il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour être bon. Faut envoyer ses techniques le plus vite possible. Et, et lui, il est vraiment très très fort. Moi il m'impressionne. Ouais, Saladin, il peut faire très 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 mal. Très très mal. Et là, c'est pareil. Saladin, il restera très très fort pour moi, hein, tant qu'il a la soif d'apprendre, tant qu'il restera avec Arnaud Templier, qu'il restera avec Hatch, etc. Bah, pour moi, il pourra encore devenir encore très 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 fort. Mansour, il est avec Aziz. Aziz, c'est un de mes élèves. Il est avec Aziz depuis le départ. Saladin, il est avec Hatch depuis l'âge de ses 13 ans. Quoi. Et oui, il faut 10 ans. Il faut en gros 10 ans pour créer un athlète de haut niveau. Donc, tu as un gamin de 13 ans. Ouais, tu as un gamin de 13 ans. À 23 ans, il est extrêmement fort. Après, ça ne veut pas dire qu'il fera de la compétition. Mais si le gars fait de la compétition, il faut à peu près une dizaine d'années. Voilà. Bon, on a quand même Cyril Gane qui nous prouve un peu le contraire. Alors, oui, mais alors Cyril Gane, Cyril Gane, il est très fort, mais il a quand même le passé de la boxe derrière. Il fait de la boxe depuis 10 ans ou 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais une pratique sportive, de sport de combat, sur une tranche d'années, d'une dizaine d'années, tu excelles quelque part, et donc tu es bon. Et tu cogites plus vite. Tu vois? Karl Amoussou, il a son judo derrière, et il est très très bon.
Et à un moment donné, on sait que s'il va rentrer en contact, il va être très, très dangereux parce qu'il a ça en lui, c'est instinctif, etc. Donc, du coup, et toutes ces personnes-là qui ont fait longtemps une activité martiale et qui se mettent au MMA, et ils ont une façon de cogiter qui est vachement plus facile et ils comprennent. Et donc, du coup, ils sont très, très forts. Alors après, je suis désolé, le troisième, je ne trouve pas, Pas mais grave. j'ai les petits jeunes là. Je sais que Manu Fernandez, il a un gars qui est très très fort. Le Diable de Stenay, il a un petit gars qui est vraiment très 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 fort. C'est un 60 kg, 61 kg, il est tout léger le gars. C'est une crevette. Et Mansour et Parnasse, ouais, c'est vraiment. Ouais, bah, tu vois, même Julien qui a combattu contre Mansour, il dit Parnasse et Mansour, ce sont des mecs qui te marchent dessus. Ah ouais, ils te marchent sur la tête. Ils ont un autre niveau, quoi. Voilà. Mais de toute façon, en règle générale, le niveau français, quand même, il est quand même Bah, assez bon. tu Très sais bien. qu'au niveau sport de combat, la France, mondialement, c'est un pays qui est très reconnu. Je veux dire que on le sait pas parce que c'est dommageable d'ailleurs, mais on a des champions de kung-fu, des champions du monde de kung-fu, des champions du monde de Viet Vo Dao, des champions du monde de karaté, des champions du monde de taekwondo, champions du monde de judo et autres. Oui, On c'est est une vrai. nation de sport de combat en boxe taille, en kickboxing, en full contact, mais on est ultra fort. On est ultra fort. Et paradoxalement, les médias français ne s'intéressent pas assez à tous ces sportifs-là, quoi. Non, Euh, malheureusement. mais on est très très fort. On est très 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 fort. C'est pour Et ça même, que nous sommes là. Hein. et ouais, et c'est pour ça que je vous encourage. Souvent, je disais aussi, on me disait, ouais, mais regarde, on ne fait pas de MMA en France, etc. Ok, on ne fait pas de MMA en France, mais on a eu quand même la chance d'avoir quand même plusieurs gens à l'UFC. On a eu Sidi Oui. Diabaté, Xavier Foupa-Plocam, Cheikh Congo, Samy Schiavo, enfin plein d'autres, Tom Duquesnoy. On a eu plein de Français. Ouais. Alors la pilule également. Ouais, Les, ouais c'est les, les derniers là. les Allemands, ils font du MMA. Il y a combien d'Allemands à l'UFC? Pas autant que ça. Les Italiens, ils font du MMA avant nous. Ils ont combien de gars à l'UFC? Il y en a C'est un vrai. autre, il y en a eu deux. Les Espagnols, ils font du MMA depuis longtemps. Ils ont combien d'Espagnols à l'UFC? Pas autant. Donc, tu vois, c'est aussi un peu paradoxal où on ne faisait pas de MMA, mais on avait une telle soif de se montrer et de vouloir combattre que on était bon et on est obligé d'être bon. Voilà. Alors, on a Sosomaniac 75 qui nous dit le jeune dont parle Loïc, c'est peut-être Pierre Ludet, c'est ça? Ah, c'est Pierre Ludet, c'est ça. Merci beaucoup. Ah, c'est mon Soso. Ouais, c'est mon encyclopédie, c'est mon fils adoptif. Pierre Ludet. Bon, bah, je vais aller regarder. Soso Fléau. Pierre Ludet, voilà, donc si ceux qui le connaissent, vous pouvez lui dire que je pense beaucoup de bien de lui. C'est quelqu'un de très très fort. Voilà. Alors, dernier petit jeu. Tu es Vas-y. plutôt Pride ou UFC? Moi, je connais la réponse. Pour les règles. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, je vais dire que pour mon côté sauvage, j'aime bien le Pride. Parce Pour que les voilà, sons. t'avais le droit un peu à tout. Donc, Eh oui. tu avais encore une adrénaline supplémentaire. Mais après, l'UFC aussi, c'est la genèse. C'est là, moi, l'UFC, quand j'étais gamin, la première fois que j'ai découvert l'UFC, à l'époque, j'avais les magnétoscopes. Vous connaissez pas, vous, les magnétoscopes? Ben si, je connais. Je connais. Donc, du coup, j'enregistrais, quand j'allais au bahut, j'enregistrais le zapping de Canal+. Et le soir, quand je rentrais, hop, je regardais le zapping. Et un jour, putain, il y a un zapping, il montre l'UFC. Donc, c'était en 93. Donc, ouais, j'avais, ou peut-être même avant. Et j'avais 20 ans. Et là, de ce coup, je vois ça. Et je dis, oh putain, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire la même chose et tout. J'aimerais bien aller dans une cage et me battre comme un chiffonnier, etc. Wow. Et puis, bah voilà, ça s'est fait plus ou moins. Et puis, j'étais content. Alors, tu es plutôt Jacare Souza ou Fabrizio Verdum? Ah, Alors, Fabrizio Verdum, je le connais bien. Parce qu'on l'avait rencontré à une compétition de grappling qui s'appelait le BIG, le Bruxelles International Grappling, Oui. donc en Belgique. Et il avait fait une finale face à un de mes élèves, un ami à moi, un frère d'armes, Moïse Ramon. Voilà. Et Moïse l'avait vraiment bien malmené. Et à un moment donné, il était parti sur une clé de jambe, Moïse, parce qu'il adorait ça. Et comment dire, et c'était interdit. Donc, du coup, il y a eu une petite polémique, etc.
Et après, Fabricio Verdum, on l'avait, donc Cyril, il avait eu, je raconte des anecdotes en même temps. Ouais, mais moi je les prends, c'est fait pour. Cyril Diabaté, donc il avait eu des connexions avec des frangins suisses qui voulaient mettre un peu d'argent dans le MMA. Et du coup, ils avaient créé un événement au Maroc. Et donc, on était parti à Marrakech et on avait fait le combat entre Christophe Midou, donc Bah oui, Christophe un Midou, sacré oui. champion français, que j'adore aussi, un sacré personnage, un sacré bonhomme. Une belle histoire aussi, une belle histoire de vie aussi, quelqu'un que tu pourrais interviewer. Ah, on C'est espère, on espère. très intéressant, il a beaucoup d'anecdotes aussi à donner. Et donc, on avait fait combattre Christophe Midou face à Fabricio Verdum. Voilà. Donc, et c'était à l'époque où on avait, donc c'était du MMA, mais un peu bizarre parce que du coup, on n'avait pas l'autorisation, on avait enlevé l'autorisation de mettre des coups au visage au sol. Donc, D'accord. lui, Christophe Midou, qui était vraiment le gars, ouais, je te rentre dedans, je te jette et je te frappe au sol. Du coup, il était un peu frustré parce qu'il ne pouvait pas le taper et Fabrice Verdum lui fait une clé de bras. Voilà. Mais du coup, c'est gênant en fait quand les règles changent, parce que effectivement, beaucoup ont combattu aussi en pancras, alors qu'ils s'entraînaient pour le MMA. Est-ce que c'est gênant que ça peut faire perdre un combat en fait? Bah oui, parce qu'après vient en jeu la stratégie. Tu vois, ce que moi j'aimais plus sur les compétitions de pancras, c'est pour ça que je mettais plus mes gars sur les compétitions de pancras, c'est que on avait détourné vraiment la discipline par rapport à la façon de juger un combat. Et donc du coup, je retrouvais plus les valeurs du light MMA, c'est un peu une forme de MMA allégé, et je retrouvais plus cette forme de combat au niveau du pancras parce que le jugement donné par les juges était mal conçu pour moi. Donc, c'est problématique. Alors, c'est vrai, et aussi l'autre problème, c'est qu'on a une tripotée de mecs qui ont combattu avec un niveau pro en pancras et qui avaient un résultat de 7-0, 8-0, 10-2, etc. Mais en pancras. Et le jour où tu veux faire combattre ce mec-là en Angleterre, le gars, l'anglais, il te dit oui, mais non, mais ton gars, il a 10-2, il a 10-2 en pro. Mais oui, mais c'est du pancras. Mais l'anglais, il comprend rien pour lui. Là. Donc, il ne te fait pas combattre le gars parce qu'il va te trouver qu'il est trop fort. Donc, tu vas te mettre avec un mec qui a 10-2 en MMA. Et là, la plupart des Français se font découper la tête. Oui. Voilà. Donc, du coup, ça, c'était un peu la problématique. Donc, c'est vraiment un gros problème. C'était un gros problème. Qu'on n'aura plus bientôt. Qu'on n'aura plus quand c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai hâte aussi de voir des combats de MMA en France. C'est pour aussi maintenant montrer une hiérarchie française. C'est-à-dire que les 70 kilos, qui ne sont pas forcément à l'UFC, qui n'ont pas de contrat d'exclusivité dans un événement, ils vont se rencontrer. Et qui va être le meilleur? Les 60 kilos, 61 kilos, les 77 kilos, les 84 kilos. Là, on va commencer à voir les gars qui sont costauds, etc. Parce qu'à un moment donné, il y avait aussi ce phénomène où je ne voulais pas combattre en France, je voulais combattre en Angleterre, parce que même si je perdais, enfin en Angleterre, à l'étranger, parce que j'allais quand même en Angleterre ou à l'étranger et c'était un peu extraordinaire. Donc du coup, si je perdais sur quelque chose d'extraordinaire, c'était toujours mieux de perdre sur quelque chose d'extraordinaire que de gagner sur quelque chose d'ordinaire. Donc, du coup, tu as eu des gars comme ça qui se sont fait un peu une carrière mytho en disant voilà, machin, moi je suis un pro, je combats en pro. Je me suis dit, mais ouais, mais gars, t'as quoi comme combat? T'as 2 combats en Angleterre, ça vaut rien, quoi. C'est du pipi de chat, quoi. Et quand tu vois aussi sur certains combats, t'as des notamment en Suède ou quoi que ce soit, t'as des gars, ils ont des combats en amateur, MMA, ils ont 10-15 combats en combat amateur. Et il arrive, il a 1-0 ou 2-0 en combat pro. Toi, tu es là, ton gars, tu dis, ouais, moi, il a 4-0 en pro. Et il arrive, il se fait découper parce que le gars, il a une quinzaine de combats derrière lui. Le tien, il en a que 3. Donc, c'est pas le même niveau, quoi. On joue pas dans la même cour. Hein. De toute façon, là, ça va changer. Là, on va avoir des ça va changer. Ça va être un bien, c'est qu'on va pouvoir mettre une hiérarchie. Quand le français, il sera bon, ça sera un top français, là, il pourra dire, s'il y a un gars qui veut me rencontrer, qu'il vienne me rencontrer. Et personne pourra se défausser de cet affront. Alors, Jason Statham,
ou Jean-Claude Van Damme? Alors, Jason Statham, on a la même coupe de cheveux, regarde, on se ressemble un peu. et bientôt, on va te voir acteur dans un film un peu dans le même genre ou pas? Non, non, j'ai fait. Je sais que t'as vu du cinéma. Je dis qu'on peut pas balayer les 25 ans là. Mais du coup, si on te propose. C'est un métier. Voilà. Si on te propose, tu vas quand même. Ah oui, parce que moi, je m'amuse, ça m'amuse. Tout m'amuse. Moi, c'est un jeu, tout est un jeu. Donc, c'est un peu l'idée du Platinium aussi, c'est qu'on travaille sérieusement, mais dans de la bonne humeur et voilà, en se prenant pas au sérieux, quoi. Donc, ça, c'est important pour moi. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Ah non, tu peux pas. Non, tu dis Madison si, je Square. choisir. Non, mais attends. Non. Je vais améliorer ta question. Puis-je me permettre d'améliorer ta question? Bien sûr, je t'en prie. Tu dis Madison Square Garden ou le Tokyo Dome. Tu connais le Tokyo Dome ou pas? Tu connais pas le Tokyo Dome? Ou le Kyorakuen? Le Pride? Bah, le Tokyo Dome, Tokyo Dome, c'est 80 000 personnes, quoi. C'est 80 000 personnes. Oui, mais je l'ai mis à la française. Oui, mais je l'ai mis à la française. L'accord Hotel Arena, on n'a rien fait, quoi. On n'a même pas. Je l'ai mis à la française. Mais bah, non, je m'en fous, je m'en bats les. Non, alors, Madison Square Garden ou Tokyo Dome, là, c'est compliqué, tu vois. Tu me mets un challenge, tu me dis, ah putain, le Pride, tout le machin, les courses. Ok, alors. Pride, tout ça. Et Chris, il dit Tokyo Dome. Ouais, mais quand même. Mais non, c'est une question piège, ça. Non, le Madison, parce que le Madison, c'est la boxe anglaise, c'est là où il y a eu des gros événements de ouf depuis 100 ans. Donc, je dirais Madison Square Garden. Non, ben, je vais effacer la question, parce qu'en fait, c'est une question juste pour dire, l'accord Arena La Défense, on vous veut. Alors, triangle choc ou arme triangle? Alors moi, je suis plutôt side choke. Ok. Voilà. Et Hot Wings ou Tenders? De quoi? Non, KFC. Oh non! Oh merde! Oh non! T'as vu le bug que j'ai fait? Je fais quoi? KFC. Je pose la question des fois, je ne sais pas faire un vegan, hein, mais je le tente. Hein. Je suis plus Burger King. C'est vrai? Ah oui, c'est bon, Burger King. Avec mes fils, j'ai un rugbyman avec moi, c'est vrai qu'on se prend des bocs de pilons de poulet, là, machin, etc. On mange beaucoup. Quand je vais avec eux, quand je vais avec mes fils au Burger King ou au KFC, j'en lâche pour 70-80 balles. Bon, on est trois. Ah ouais, quand même. Pour te donner juste pour la soirée? C'est juste pour le repas. Hein. J'en ai un, c'est un rugbyman, il fait 110 kilos. L'autre, il fait un peu de boxe, il faisait du volley, il fait un peu de boxe, il est à 85 kilos. Donc, ils sont un peu costauds, les garçons. Quoi. Chris, le KFC est aimé par beaucoup de personnes, pas uniquement par moi. Mais d'ailleurs, du coup, c'est pas très sportif, ça, tout ça. C'est la nutrition. Alors, non, moi, j'ai jamais été un super modèle de nutrition. On en rigolait à l'époque quand on était gamin avec Cyril parce qu'on mangeait n'importe comment et j'étais jamais de bons conseils quoi. Moi avant un combat avec mes gars j'étais capable de leur faire bouffer une pizza avant un combat, un truc comme ça quoi. Voilà. Non, c'est pour ça que maintenant on a des gars qui s'occupent de la diète et tout. Oui. Et donc, je leur laisse ce côté-là parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi perso. C'est hyper important. Attention, je dis pas que c'est pas. Oui, bien sûr. Oui. Mais franchement, ouais, moi je fais bouffer un peu n'importe comment les gars, etc. Quoi. D'accord, très bien. Il y a le Gym Factory, bonjour Gym Factory, on doit faire un stage. Casablanca en plus, coucou. Ouais, Casablanca avec Mehdi. J'ai deux Mehdi qui connaissent très bien Gym Factory. On essaie de vouloir faire un stage, mais bon, avec tout ce qui se passe, c'est une galère. Tiens, je vois Trizo qui dit le mec m'a fait manger un grec avant un combat. Tu vois, ça c'était moi, ça. C'est pas vrai. Mais la digestion, juste. Oh là là. Oui, mais après, moi, ce que je vois, j'aime, c'est la bagarre. Donc après, tu t'en fous, tu manges, après tu te bats, et puis c'est le principal. Quoi. Et ton frère Gracie préféré? Je te raconte une anecdote par rapport à ça. Allons-y. Frère Gracie. Alors, à l'époque, au tout début de l'émission, je t'ai dit que j'avais pratiqué du Daoshu et que c'était de l'amélioration du combat de rue. Figure-toi que un jour, il y avait un petit japonais qui s'appelle Manabu, je ne sais plus comment. Le gars, il était mandaté par une organisation japonaise pour faire
toutes les salles de combat d'Europe. Le mec, il a mis plus d'1 an. Hein. Il est allé en Hollande et tout, etc. Et un jour, il arrive dans notre petit gymnase à Logne, Marne-la-Vallée, côté de Disney, gymnase du Segret. Et là, il nous voit, on était en train de se taper n'importe comment. Et le mec, il est là, il était assis sur son banc. Je me rappelle, il était assis sur son banc. Il était là. Et à la fin, il nous dit ah, mais c'est bien votre truc et tout. Je recherche des athlètes pour participer à une compétition. Alors moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans et tout. Avec mon prof, on dit ouais, mais c'est quoi ton truc et tout. Bah ouais, c'est là, on fait, c'est comme vous faites, vous pouvez vous taper n'importe comment, etc. Et tout. Ok, ok. Et c'était l'Open Valetudo, donc je ne sais plus de quelle année, 90, 92, il faudrait se renseigner, où il y avait Rickson Gracie qui devait combattre. Ah. Et donc, du coup, j'étais un peu sélectionné pour aller faire ce truc. Et après, le japonais, il me montrait sur des petites. Alors, tu sais, c'était toujours plein de technologies, hein, les japonais. Et donc, il avait déjà un petit appareil, une petite télé avec un petit magnétoscope, etc. Et il me montre un peu des combats de valetudo japonais qui étaient. Et là, j'étais là, je suis ouais, non, je sais pas faire ça, quoi. Du coup, je n'y suis pas allé. Voilà. Et sinon, pour répondre à ta question, je dirais Rickson Gracie. On est d'accord. Parce que je l'ai connu, parce que j'ai fait son stage qu'il avait fait en France, son premier stage qu'il avait fait en France. On était plus de 300 dans un gymnase. Imagine un terrain de handball entièrement recouvert de tatami et lui donnait son stage. Je trouvais ça extraordinaire. Il avait combattu face à des mecs, c'était vraiment extraordinaire. Il était avec son frère. Comment il s'appelle son petit frère? Le petit frère tout fin. Je me rappelle plus. Il y en a qui savent. Royler, voilà, il était avec Royler. Voilà. Et donc, du coup, de là, après, est né, avec Christian Derval, qui représentait Rickson Gracie. Après, voilà, il y a eu aussi dans le jiu-jitsu brésilien, il y a eu des entités comme ça qui se sont créées, qui étaient rigolotes. Ok, bon, bah, c'est un plaisir. De toute façon, on se reverra, hein, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on va balayer. Hein, mais c'est vraiment, merci beaucoup pour le temps accordé à la Mastery France.